Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, d'avoir bravé le froid pour venir nous rejoindre. Je vais démarrer par des remerciements. Premier remerciement pour les copains de Verizon qui nous accueillent dans leurs chouettes locaux. Je pensais avoir des chouettes locaux, mais c'est quand même des complexes. C'est très très sympa chez eux. Donc merci beaucoup à eux. Merci également à Médiamétrie et à Jamila, que vous allez pouvoir remercier tout à l'heure pour son boulot. On va donc avoir un focus particulier ce matin sur une discipline du marketing mobile dont on entend de plus en plus parler, qui s'appelle le Drive to Store. Mais avant d'en parler, je voudrais revenir sur... alors, non pas mais puisque c'est là et que c'est pas moi qui ai fait les slides, je vais me présenter. Donc moi je m'occupe dans le civil du GT, donc Drive to Store au sein de la NMA, dans la commission présidée par notre cher Vadim. Et dans le civil, je m'occupe de Bonial, qui est un acteur, qui est le leader d'ailleurs, le pionnier en France du Drive to Store. Voilà, je suis très content de participer aux travaux de cette commission. Vous allez voir qu'on a fait pas mal de choses récemment et qu'on a des ambitions pour en faire encore plus. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à vous asseoir, n'hésitez pas à venir devant, c'est plus sympa avec les choses. Non, je voulais faire vous allez voir qu'on va se parler évidemment du Mobile to Store. On va voir cette étude qu'a réalisée Médiamétrie, où on a regardé dans le détail quel est l'impact du mobile, non pas sur les achats en ligne, parce que ça, évidemment, comme c'est traquable, tout le monde sait à peu près de quoi il en ressort, mais l'impact du mobile sur les achats en magasin. Et vous allez voir qu'il y a des très très belles surprises. On fera ensuite une table ronde avec des acteurs clés de ce marché. Il y a évidemment S4M, il y a Groupe M avec Vadim, il y a Fini, Karine qui n'est pas là, mais j'essaierai de la remplacer au pied levé en répondant pour elle aux questions que je poserai moi-même, ça risque d'être intéressant. Et puis on finira par un petit café. Et je voulais démarrer et faire de la retape sur un événement majeur qui se tient dans un tout petit peu moins d'un mois. C'est donc le forum de la MMAF. Franchement, venez, parce qu'il y a un programme super solide. Il est tellement solide qu'on ne l'a pas encore dévoilé sur le site, parce qu'il est franchement très solide, mais j'ai le droit et l'honneur en exclusivité de dévoiler quelques têtes d'affiche. On aura le plaisir d'avoir Thomas Husson, qui est le patron de Forester en France, donc ça ce sera pour la partie prospective, et le monsieur il est très solide, donc rien que pour ça, ça vaut le coup de venir. Il y aura Antoine Joutot, qui est le patron du Bon Coin, qui a été élu personnalité e-commerce de l'année, donc c'est une deuxième bonne raison de se déplacer, et vous le savez, le mobile rime beaucoup avec Regulation en ce moment, et donc on aura le plaisir d'avoir Sébastien Serrano, qui est le président de l'ARCEP, qui est l'autorité de la régulation de la pub, qui sera aussi présent. Donc franchement venez, ce sera d'autant plus rentable que si vous êtes tous membres de la sauce, c'est gratos, donc c'est toujours un très bon moment. On vous y attend nombreux, voilà. Et les inscriptions, elles sont possibles dès aujourd'hui sur le site. Hop, vous pouvez tout à fait d'ailleurs prendre ça en photo ou vous inscrire à la fin de la réunion. N'hésitez pas, et vous verrez d'ailleurs que sur le site de la SOS, il y a de plus en plus de contenu, et notamment l'étude très détaillée, dont on va vous présenter un résumé supersonique avec Jamila juste après. Et il y aura d'ailleurs un moment pour prendre des questions, donc n'hésitez pas à en poser, plutôt à la fin de la présentation, si ça vous va. N'hésitez pas à les noter pour qu'on puisse les traiter du mieux qu'on peut. Moi, je voulais démarrer cette introduction au Drive to Store avec probablement la photo qui m'a fait le plus marrer cette année, qui est la boîte aux lettres de Monsieur Gou. Et je pense qu'on a tous quelque chose en nous de Monsieur Gou. Qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Gou? Il nous dit que le Drive to Store, ça a toujours existé et ça existera toujours. Le commerce physique a besoin, pour créer du trafic, de montrer ses offres, des offres commerciales qui sont très importantes, a besoin de faire de la publicité. C'est d'ailleurs très souvent un des premiers annonceurs du secteur du retail. Le premier annonceur en France est d'ailleurs, je crois, encore aujourd'hui Lidl, il doit être le deuxième. Bref, c'est absolument énorme. Mais ce n'est pas à vous que je vais expliquer que le monde change, qu'il change méchamment. Et si M. Gou vous dit que lui, il adorerait recevoir que des publicités sur la foire au vin, c'est probablement parce qu'il y a un outil qu'il utilise tous les jours de plus en plus qui lui permet aujourd'hui d'avoir accès au contenu que lui souhaite quand il le souhaite. Et
cet outil, bah, vous le connaissez mieux que personne. J'adore, deuxième blague qui m'a aussi fait marrer, un peu plus vieille, vous l'avez peut-être déjà vu. Ça, c'est quand même le canard WC anglais, hein. Vendu, c'est la NDD de Sainsbury, qui est un distributeur anglais. Et il y a marqué au dos du canard WC, bah, vous êtes en train de lire ça parce que vous êtes allé aux toilettes en oubliant votre smartphone. Et ça exprime, je trouve, super bien la place qu'a pris cet instrument dans nos vies. Et cet instrument, il va en prendre d'autant plus. On sait tous le poids que pèse le mobile dans la préparation des achats en ligne. On ne savait pas le poids qu'il pesait réellement dans la préparation des achats en magasin. Et pourtant, on se doute bien que pour des raisons de géolocalisation notamment, pour des raisons de personnalisation, eh bien, ce mobile joue un rôle absolument central. J'ai adoré aussi cette slide qui faisait partie du plan stratégique de notre ami Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, qui disait déjà en 2018 qu'il se donnait comme ambition en 2022 de voir 50% de son budget marketing investi en digital. Je pense que c'est beaucoup plus qu'un vœu pieux. Peut-être, il n'arrivera sans doute pas à 50%, et je ne suis pas sûr qu'il se donne ça comme cible, mais je trouvais qu'en tout cas, en termes de vision et de projection, bah, c'était finalement une ambition super saine. Toutes les études tendent aujourd'hui à démontrer que plus d'un achat sur deux est réalisé en magasin et déjà influencé par le digital et notamment par le mobile. Ça pourrait sembler assez cohérent que si plus d'un achat sur deux est influencé par le mobile, plus d'1 euro sur deux du budget marketing des distributeurs soit lui aussi investi sur le mobile. Et je pense que la MMAF a un rôle absolument essentiel à jouer dans cette histoire. Si on veut que les distributeurs investissent plus sur le mobile, c'est aussi notre rôle à tous que de faire ce taf d'explication, d'évangélisation auprès d'un public qui, bien souvent chez les retailers, connaît très bien le marketing, mais le marketing traditionnel. Encore une fois, comme on l'a vu avec la boîte aux lettres de M. Bou, les offres des distributeurs et le marketing des distributeurs a toujours été omniprésent dans l'univers du offline. Catalogue papier, c'est souvent 50-60% du budget marketing du distributeur. La radio, la télé un peu moins, parce qu'on n'a jamais eu le droit de faire de la promo en télé, mais l'affichage dans la rue, c'est des médias qui fonctionnent très bien. Je ne suis évidemment pas en train de dire que ça ne marche pas. Les distributeurs ne sont pas idiots, si ça ne marchait pas, ils auraient arrêté depuis longtemps. Il faut juste considérer qu'il y a probablement maintenant une complémentarité à trouver entre les médias offline et les médias online pour que puisse s'opérer cette transition qui est en train de se faire de manière accélérée, des discussions qu'on peut tous avoir dans la salle avec les clients distributeurs. Voilà, donc ça nous semblait important, avec la MMAF, de préempter ce territoire du Drive to Store, sur lequel on manquait cruellement de data qui soit tangible. Et donc, on a réalisé cette étude, c'est Médiamétrie qui l'a réalisée, pour essayer d'y voir clair, par canal de communication, par device, par tranche de la population, finalement, comment est-ce qu'on utilise ce mobile pour ensuite aller réaliser ces achats dans les magasins. Voilà. Jamila, je te passe la parole. Merci encore pour ce très gros boulot, parce que franchement, c'était dense. L'étude, elle est disponible sur le site, et on va se donner comme ambition, probablement sur les 12 prochains mois, de faire des focus sur chacune des thématiques qu'on va vous résumer, que Jamila va vous résumer, à l'occasion probablement de tout déjeuner, pour essayer d'avoir l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail de chacun des sujets. Merci. Merci Laurent. C'est toujours compliqué de passer après Laurent. Il a une telle facilité, c'est tellement agréable de l'écouter. Et puis, merci aussi de me faire cette belle introduction, qui me permet justement de vous présenter les résultats de cette étude. Pas de me présenter, je travaille chez Médiamétrie, je dirige le département Consumer Insight. Mais plus concrètement, l'idée c'est de vous présenter les résultats de cette étude sur le Drive to Store, une étude que nous avons réalisée en juin dernier, donc c'est assez récent, auprès d'une population d'un peu plus de 1500 utilisateurs de smartphones. On s'est vraiment focalisé sur une cible entre guillemets active et une cible utile. Ce sont des individus de 15 ans et plus qu'on a interrogés par Internet, et puis très rapidement, en termes de redressement, on a effectué des redressements sur les profils de cette population à partir des données de cadrage que nous avons au sein de Médiamétrie.
On parlait de Drive to Store, on parlait de mobile. Avant de rentrer dans le détail de tout ce qui est l'usage, je vous propose de regarder très rapidement des éléments qui concernent l'équipement, parce que sans équipement, forcément, on ne peut pas avoir d'usage. En termes d'équipement, on n'a pas trop de surprises, même si c'est toujours très intéressant de mettre des chiffres sur les tendances qu'on peut ressentir. Le premier élément, c'est de voir que finalement, pour vous donner une idée, on est à 75% d'équipés smartphones, d'utilisateurs principaux de smartphones sur l'année 2019. Sur l'ensemble de ces utilisateurs, on a deux marques qui vont totaliser à elles seules un peu plus, un peu moins des 2 tiers des équipés, aux environs de 66% des équipés. Ensuite, loin derrière, on va avoir le premier équipementier chinois qui équipe aujourd'hui un peu plus d'un utilisateur sur 10. Alors si on regarde plus précisément, si on va un petit peu plus loin, les chiffres sont présents dans la présentation détaillée de l'étude, on va avoir une présence des équipementiers chinois qui va être un peu plus forte. Si on les cumule tous, on se rend compte finalement qu'ils équipent aujourd'hui un utilisateur sur 5, donc près de 20%. Par ailleurs, en termes d'OS, on va avoir 2 OS qui sont largement présents et majoritaires sur le marché français. C'est à peu près le même topo sur plusieurs marchés internationaux. Android qui, lui, va équiper des téléphones, comme vous le savez, Samsung, mais aussi les Huawei et autres Xiaomi, etc. Et puis ensuite, on va avoir l'OS qui est l'iOS, qui équipe aujourd'hui exclusivement les iPhones. Toujours en termes d'équipement, puisque comme on le disait, 75% de l'individu équipé d'un smartphone, on est à un taux qui indique bien que toutes les strates de la population, en tout cas la majorité des strates de la population, sont utilisatrices aujourd'hui d'un téléphone mobile et d'un smartphone plus précisément. Et alors on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de voir ce qui se passe au niveau de la cible des enfants, en tout cas les moins de 18 ans. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement on se rend compte que la première, entre guillemets, grosse salve d'équipement arrive aux alentours de 11 ans, c'est-à-dire un âge auquel les enfants arrivent au collège. Si on cumule avec les... j'essaie de voir si je peux le faire ici, voilà. Si on cumule avec les populations d'enfants qui sont équipés un petit peu avant, donc les 5% entre 6 et 8 ans, c'est quand même assez exceptionnel, les 8% qui sont là, on arrive à peu près à 11 ans, entre 11 et 12 ans, à un peu plus d'un tiers des enfants qui sont équipés d'un smartphone. Si on continue de cette manière, on va arriver à 70% de taux d'équipement pour les individus de moins de 18 ans. Donc, c'est un taux d'équipement qui est quand même relativement élevé, surtout pour un équipement aussi sophistiqué que les smartphones. Et ce que ça indique aussi et surtout, c'est qu'on est en présence d'un équipement qui est aujourd'hui incontournable et qui est utilisé pour plusieurs usages, notamment pour se connecter à Internet et pour contribuer, on va dire, à ce qu'on appelle le réflexe digital. Ce réflexe digital, le terme réflexe, c'est vraiment de dire qu'on y revient quasi systématiquement. Et ce réflexe-là, on a souhaité le noter, notamment lorsqu'il s'agit de préparer des achats avant de se rendre en point de vente. Et là, comme vous pouvez le voir, on a une grande majorité d'individus, quasiment 8 individus sur 10, qui vont avoir ce réflexe digital en amont d'une visite en point de vente. Alors ce réflexe, c'est quoi exactement? C'est réaliser des recherches diverses et variées à propos d'un produit ou d'un point de vente, que ce soit sur un moteur de recherche, que ce soit sur des sites et applications d'enseignes, et puis ensuite on va retrouver aussi des recherches qui sont effectuées sur des sites de fabricants ou autres types de sites. Alors comme je vous le disais, c'est un réflexe digital auquel le mobile va contribuer, et il va contribuer assez fortement à ce réflexe-là, puisque là on peut le voir, quasiment 9 individus sur 10 utilisateurs d'un smartphone vont se connecter régulièrement à leur mobile, à leur smartphone. Ils vont se connecter pour réaliser différents types d'usages. C'est des usages de recherche, c'est aussi des usages de divertissement, de communication, mais c'est aussi des usages de préparation d'achat, par exemple. Et puis, de plus en plus, des usages qui sont directement liés à l'achat, à savoir réaliser un achat très concrètement sur smartphone. Alors, on le voit ici à 59%, on est quand même sur une pratique qui est en train de se généraliser, parce que l'achat sur mobile est simplifié, parce que l'achat sur mobile est efficace, parce qu'il est sécurisé, de plus en plus sécurisé, et même complètement sécurisé.
C'est un taux qui même dépasse les 60% et atteint les 2/3 pour des populations comme les femmes, par exemple, ou qui sont à 80% pour les millennials, donc tous ceux qui ont moins de 35 ans. Alors ces achats-là, on va les effectuer soit sur un site directement, soit sur une application, et puis ensuite, dans une moindre mesure, sur les différents stores. Et alors, cette notion d'achat sur téléphone mobile, ce n'est qu'une brique finalement de la contribution du mobile à tout ce qui est pratique d'achat. Puisque le smartphone, on va le retrouver aussi sur d'autres usages ou pour d'autres utilités, qui sont notamment, on va dire, le smartphone va intervenir à un moment donné dans le processus d'achat et dans le processus d'achat en magasin notamment. Donc, on va avoir des individus qui vont utiliser ce smartphone pour préparer une visite en point de vente. Ils vont considérer même ce smartphone comme étant indispensable pour la préparation de ces visites, parce qu'ils vont partager des bons plans ou parce qu'ils vont profiter de bons plans qu'ils vont recevoir directement sur leur smartphone. Donc, tous ces éléments vont faire que le smartphone devient aujourd'hui totalement incontournable lorsqu'il s'agit de se rendre dans un point d'achat ou dans un point de vente ou pour préparer même un achat. Et alors on a identifié aussi une population qui représente à peu près les 2/3 des utilisateurs, qui est une population qu'on a appelée d'inconditionnels du smartphone, ou les addicts des smartphones, qui vont considérer que le smartphone est indispensable, à la fois pour préparer une visite en point de vente, mais aussi pour partager des bons plans, enfin, pour recevoir les communications des marques par exemple, ou pour partager des bons plans avec leurs proches et avec leur entourage. Donc, comme on peut le voir ici, le smartphone est vraiment considéré comme un élément complètement intégré dans le processus d'achat et dans le processus de visite en point de vente. Et si on rajoute un point qui est vraiment spécifique au smartphone, qui est la géolocalisation, si on se met en situation, on s'est toujours retrouvé à un moment donné, chacun, dans une situation où on a besoin de trouver un produit parce qu'il nous a été demandé par un de nos enfants, ou trouver un point de vente parce qu'on est dehors et qu'on veut absolument se rendre chez le libraire le plus proche ou chez le magasin de bricolage, au magasin de bricolage le plus proche. Donc là, on va avoir un atout qui est la géolocalisation. Aujourd'hui, quasiment, il n'est pas encore, mais ça progresse, quasiment un individu sur deux est prêt et accepte de partager ses données de géolocalisation avec les marques. Alors, cette acceptation, elle n'est pas systématique, elle peut être ponctuelle par exemple. Je peux partager ma géolocalisation à un moment donné, à un instant T, avec une marque. Elle peut être aussi permanente, c'est-à-dire j'enregistre mon adresse de domicile, mon adresse de travail, pour la partager avec une marque. Alors, il faut rester lucide. Ce partage de la géolocalisation est totalement intéressé de la part des utilisateurs, dans le sens où on va avoir plus de la moitié qui vont considérer que ce partage peut être fait à partir du moment où ça leur permet d'avoir accès à de bons plans, ou parce que ça leur permet de découvrir de nouveaux points de vente. Donc là, il y a une notion de pragmatisme qui est complètement ancrée chez les utilisateurs et qui va passer par le smartphone et cette géolocalisation. Alors la géolocalisation, c'est une donnée personnelle, c'est même l'une des données personnelles les plus importantes. Et ces données personnelles, aujourd'hui, de plus en plus, les utilisateurs sont prêts à les partager. On est quasiment à 2/3 des utilisateurs de smartphones qui sont prêts à partager des données personnelles avec des marques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu ce qui se passe. Parce que dans les 2/3, on va dire, deux cas de figure. 2 voire 3 cas de figure. Mais vraiment, pour les distinguer, on va avoir un premier cas de figure, je vais essayer de le cibler, qui est ici. C'est j'accepte de partager mes données personnelles avec des marques pour lesquelles je suis client. Ou alors avec les deux, avec des marques pour lesquelles je suis client ou pas. Donc on va avoir un premier cas de figure où il y a une relation déjà préétablie entre l'utilisateur et la marque, donc il y a une relation a priori de confiance qui est déjà installée, il y a une connaissance d'un côté et de l'autre. Et puis ensuite on va avoir un cas de figure où finalement il n'y a pas de relation préalable entre la marque et l'utilisateur. Et là on voit clairement que la part de ceux qui partagent leurs données personnelles avec les marques qu'ils connaissent est beaucoup plus importante. Donc qu'il y ait cette relation préétablie entre la marque et l'utilisateur, c'est quand même un point assez important et assez crucial. Alors, une fois qu'on a parlé de la place du smartphone et de son positionnement dans tout le process d'achat ou de visite à un point de vente,
on va avoir, on va dire, deux moyens à travers le smartphone, au moins, deux moyens pour se rendre en point de vente. Le premier moyen va concerner toutes les recherches personnelles qui vont être effectuées par les utilisateurs. Aujourd'hui, ça concerne à peu près 8 utilisateurs sur 10. Donc c'est des utilisateurs qui vont aller chercher des informations, que ce soit sur un moteur de recherche, que ce soit sur des sites ou applications de marques ou d'enseignes. On va retrouver aussi des recherches qui vont être effectuées sur des sites ou applications de cartographie ou de bons plans. Donc, on va avoir une proportion d'utilisateurs qui est quand même assez forte, qui va effectuer ces recherches sur leur smartphone en amont d'une visite en point d'achat. Et la question qu'on peut se poser à ce niveau-là, c'est quelle est justement l'efficacité de ces recherches? Très clairement, elles sont efficaces, puisque pour les 2 tiers de ceux qui ont effectué ces recherches sur smartphone, ces personnes vont se rendre en point de vente. Si on regarde de prime abord, on va dire, les moteurs de recherche sont ceux qui vont être les plus incitatifs à se rendre en point de vente. Et puis, finalement, si on cumule ce qui est site et application d'enseigne, on s'aperçoit finalement qu'on est au-dessus de la performance des moteurs de recherche. Donc on voit l'efficacité des recherches qui sont effectuées par les utilisateurs et le fait que les enseignes sont fortement contributrices à ces visites en point de vente à partir des recherches qui sont effectuées sur un smartphone. On va retrouver bien sûr d'autres moyens d'information qui sont utilisés par les utilisateurs, par exemple les réseaux sociaux, qui sont utilisés aujourd'hui par à peu près 26% des utilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, la population des femmes va être un tout petit peu surreprésentée sur la consultation de réseaux sociaux. Et alors, là aussi, il y a une notion d'efficacité des recherches dans le fait d'accompagner les utilisateurs sur les points de vente. Il y a aussi une notion d'efficacité sur le délai dans lequel intervient cette visite en point de vente. Et en termes de délai, on va avoir à peu près, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ces recherches, 20% de ceux qui les ont effectués vont se rendre en point de vente le jour même. C'est quand même un utilisateur sur 5. Et puis si on regarde de façon plus large, on va avoir quasiment 7 individus sur 10 qui ont effectué ces recherches, qui vont se rendre en point de vente dans la semaine qui a suivi cette recherche-là. Donc il y a non seulement une efficacité sur la volumétrie d'individus qui va se rendre en point de vente à la suite de cette recherche, mais il y a une efficacité également qui est liée au délai dans lequel intervient cette visite en point de vente. Les points de vente qui vont être visités à la suite de recherche, ce sont par exemple des moyennes et grandes surfaces, ce sont aussi des magasins de mode, et puis on va retrouver aussi les restaurants. Bien entendu, il y a d'autres types de magasins et de commerces qui sont visités, mais là c'était vraiment les 3 principaux. Je vous disais tout à l'heure qu'avec un smartphone, on pouvait se renseigner ou on pouvait préparer sa visite en point de vente par des recherches, mais on peut aussi préparer ses visites en point de vente avec un autre élément que sont les communications, puisqu'aujourd'hui le smartphone est un canal qui est extrêmement important pour les marques, pour se connecter et pour communiquer avec les utilisateurs. Et là aussi, en termes de communication de marque, on le voit bien, on a une grande proportion d'individus, 9 sur 10, même plus de 9 sur 10, qui ont déjà, bien entendu, reçu des communications de marque, reçu ou vu s'afficher des communications de marque. On va retrouver dans ces types de communication 2 grandes catégories, les communications adressées, presque envie de dire personnalisées, et puis les communications ciblées. Donc là, on va avoir vraiment ces deux proportions. C'est des communications qui sont reçues de façon assez régulière. Si on regarde par exemple les emails, on va avoir un peu plus de 93% des individus qui vont recevoir des emails au moins une fois par mois de la part de différentes marques. Si on regarde par exemple les publicités, on est aux alentours quasiment de 87% qui reçoivent justement ces communications de façon mensuelle. Donc, et puis les notifications, on est aux alentours de 80%. Tout à l'heure, en termes de recherche, sur les moteurs de recherche, on était sur une fréquence de réalisation de recherche mensuelle qui était aux alentours de 87%, pour vous donner une idée, pour comparer un petit peu les 2 pratiques. Et alors, là aussi, en termes d'efficacité, on va avoir une efficacité qui est maintenant largement prouvée, puisque ces communications incitent pour plus de la moitié des internautes, des utilisateurs de smartphones, à se rendre en point de vente. On le voit ici, c'est 58%.
Il faut quand même regarder les choses dans les détails, dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, on a deux types de communication, les communications adressées et les communications ciblées. On le voit ici, bien que les communications ciblées soient efficaces, on est à 47% des communications ciblées qui incitent à se rendre en point de vente, mais on va avoir une efficacité des communications adressées qui est beaucoup plus forte. Je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où il y a une relation préétablie entre la marque et l'utilisateur, l'interaction et l'échange avec la marque va être beaucoup plus simple. On va partager plus facilement ses données personnelles. Et si on partage ses données personnelles, on va être plus à même ou plus enclin à recevoir des communications adressées. Et ce sont des communications, comme je vous le disais, qui sont clairement efficaces, puisque ces communications également, toutes les communications ciblées, vont inciter à se rendre en point de vente. Alors, je suis désolée, il y a un petit décalage du graphique. Donc ces communications vont inciter à se rendre en point de vente, puisque là aussi on va avoir une efficacité en termes de délai. 12% des individus ayant reçu ces communications vont se rendre en point de vente dans la journée même de la réception de cette communication. Si on cumule avec les 52% qui vont se rendre en point de vente pendant la semaine, on va avoir à peu près 68% des individus qui se rendent dans la semaine après avoir reçu ces communications, à comparer aux 69% dont on parlait tout à l'heure quand il s'agissait de recherche. Donc finalement, sur la semaine, on est sur une efficacité en termes de délai qui est à peu près équivalente. Et alors ces communications-là, si en plus on y rajoute un élément dont on a parlé tout à l'heure, qui est la géolocalisation, donc on précise et qu'on cible l'information et qu'on cible la communication transmise à l'utilisateur en fonction du lieu dans lequel il se trouve, on est aux alentours de 63%, donc quasiment les 2 tiers des individus qui ont déjà reçu une communication ciblée, une communication géolocalisée. Parmi ces 2 tiers, on va avoir 70% des individus qui se rendent en point de vente à la suite de la réception de cette communication. Donc là aussi, on est sur un niveau d'efficacité qui est aussi élevé, voire un tout petit peu plus élevé, si on devait le comparer aux recherches ou si on devait le comparer à d'autres types de communication. Et là aussi, en termes de délai, on revient encore une fois sur une efficacité qui est prouvée, puisqu'on a 17% des individus dans cette catégorie-là, donc ayant reçu une communication géolocalisée, qui se rendent en point de vente le jour même de la réception de cette communication. Si on cumule avec la semaine, on est aux alentours de 58-59%, donc on n'est pas très loin de ce qu'on a pu voir auparavant. Donc, je vous le disais, une communication, si on se focalise sur la communication, une communication qui soit adressée, donc un petit peu plus personnalisée, géolocalisée, elle est efficace également. Et puis ensuite, on va avoir une communication qui va être efficace en fonction du contenu qu'elle va apporter. Et clairement, ce qu'on voit ici et ce que les utilisateurs vont plébisciter, c'est des communications qui vont apporter un certain bénéfice, à savoir une communication qui va leur donner une information concernant des offres promotionnelles, un bon plan, des communications qui vont être sur la disponibilité d'un produit à un moment donné, ou sur une géolocalisation d'un point de vente, par exemple. Donc clairement, l'utilisateur va à la fois apprécier des communications qui sont adressées, donc qui lui sont un petit peu plus personnelles, des communications qui vont être géolocalisées. Donc là, on retrouve le côté pragmatique de l'utilisateur, où il va apprécier de recevoir des communications finalement qui lui proposent des éléments ou des informations qui sont plutôt autour de lui, et puis des communications qui sont efficaces en termes et qui apportent un certain bénéfice, notamment en termes de bon plan, en termes d'offres spécifiques dont l'utilisateur pourra profiter. Si on fait le résumé de l'ensemble de ces éléments, on a une recherche qui est personnelle mais qui est efficace. On a également une recherche, on a également une communication qui émane des marques et qui va être sur différents formats, qui va arriver à des rythmes différents, mais qui va être aussi efficace. Et alors, tout à l'heure on le disait, on a une partie de la population qui va réaliser des recherches. Ces recherches-là vont être efficaces et vont faire que l'utilisateur va se rendre en point de vente. Pourtant, il y a une partie de ces populations qui vont faire des recherches et qui ne vont pas se rendre en point de vente. Ces gens-là, si on regarde plus précisément ces personnes-là,
ces personnes vont également être ciblées par des communications diverses et variées. Et c'est là où on voit l'efficacité de la combinaison entre recherche et communication, puisque ces communications vont pouvoir rattraper une partie de cette population que les recherches n'ont pas convaincue. Et à partir de là, on va avoir un tiers de ces individus qui vont se rendre en point de vente après avoir reçu une communication. L'intérêt de cet enchaînement, c'est de voir quelle est l'efficacité entre guillemets incrémentale de la communication par rapport à un acte de recherche qu'un individu va pouvoir faire. Et tout l'intérêt de combiner des notions de recherche qui sont effectuées sur un téléphone mobile, sur un smartphone, et cette communication que les marques vont pouvoir adresser à l'utilisateur avec les éléments dont je viens de vous parler. En termes de conclusion, donc, plus que jamais, le smartphone est un équipement qui est primordial pour la préparation des achats. Mais quand on parle de préparation d'achat, on est vraiment sur les différentes étapes et les différents niveaux de préparation d'achat, que ce soit pour les achats en ligne, mais ça, Laurent en a parlé tout à l'heure, mais aussi et beaucoup et de plus en plus pour les visites en point de vente. La géolocalisation est clairement un plus, elle est de plus en plus acceptée. Elle est acceptée parce qu'elle a une certaine efficacité, elle apporte un certain bénéfice pour l'utilisateur. Typiquement pour bénéficier de bons plans proches, mais pas que, pour identifier un point de vente qui soit proche également, ou pour d'autres éléments. Le partage de données personnelles, comme je vous le disais, et la géolocalisation fait partie de ces données personnelles, est de plus en plus acceptée, mais plus facilement acceptée lorsqu'il y a une relation préalable entre les enseignes, les marques et l'utilisateur. La recherche personnelle, on l'a vu, est un facteur prédominant pour le Drive to Store, très clairement. Les communications le sont aussi. Elles sont aussi un très bon complément qui est efficace pour inciter à se rendre en point de vente. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la combinatoire des deux peut être un élément encore plus fortement incitateur pour se rendre en point de vente. Merci. Merci beaucoup, Jamila. Donc, vous l'avez vu, c'est dense, c'est riche, et encore, ça n'est que un résumé. N'oubliez pas que l'étude complète elle est disponible sur le site de la MMAF, et on va se fixer comme challenge avec Vadim d'essayer de découper cette étude en des thématiques particulières qui seront l'occasion de petit déjeuner pour approfondir chacune de ces questions, parce que chacune d'entre elles, objectivement, mériterait de passer voilà. Donc c'est la feuille de route qu'on se fixe pour les, on va dire, 12 prochains mois. N'hésitez pas, s'il y a l'une ou l'autre des thématiques que vous avez pu rapidement croiser dans le résumé supersonique et très efficace de Jamila, qui vous intéresse et sur lequel vous voulez vous impliquer, à nous contacter, à contacter Vadim, bref, à contacter la SOF pour qu'on puisse organiser cela. Et je vais donc demander à Vadim de Groupe M et à Dominique de S4M de me rejoindre pour une table ronde sans table. Vous allez voir, c'est marrant. Ça marche? Alors, merci à tous les deux. Donc, cette étude, elle est, pour être tout à fait claire, elle a été commanditée par la MMAF pour les besoins de l'association et elle a été sponsorisée par 3 acteurs que sont FIDMI, dans la personne de Karim, que je vais essayer de représenter, mais aussi en la personne donc, de S4M. Dominique, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur les raisons de ce partenariat et de ce sponsoring affiché pour cette étude. Bien sûr, bonjour à tous. Dominique Blanc, donc managing director de S4M France. Pour nous, c'était assez naturel effectivement de se positionner sur cette étude avec la MMAF, puisque S4M a pour vocation justement de comprendre
ces dynamiques qui permettent de relier le monde digital, les activations digitales et ce qui se passe en magasin. Donc assez naturellement, on a choisi effectivement d'être sponsor de cette étude pour comprendre un petit peu mieux ce qui poussait les internautes aujourd'hui, les mobinautes, à aller en magasin et comment ils utilisaient leur smartphone. Super, donc pour comprendre, vous êtes S4M, c'est j'allais dire, un des acteurs pionniers dans cet univers du Drive to Store. J'imagine que l'objectif c'était aussi peut-être d'amener des éléments concrets, pragmatiques aux distributeurs dans cet objectif, on va dire, d'évangélisation ou en tout cas d'accompagnement du marché dans cette mutation. Oui, absolument. Et on verra un petit peu plus tard, mais cette dimension d'évangélisation, en tout cas de donner des clés pour mieux comprendre cette dynamique Drive to Store, elle est fondamentale. Petit aparté, effectivement, on a eu l'occasion d'étudier avec un autre organisme, de sortir une étude il y a quelques mois, et on s'est rendu compte que effectivement tout ce qui était Drive to Store était encore peu ou mal compris, notamment dans cette dimension mesure, et j'imagine qu'on y reviendra aussi dans la discussion qu'on va avoir. Oui, exactement. C'est un des chantiers sur lesquels on s'investit. Vadim nous en dira un petit mot tout à l'heure si tu le veux bien. Super transition. Alors Vadim, toi tu t'occupes du département commerce de Groupe M. Pas surpris non plus de vous voir en tant que sponsor de l'étude, tant vous avez été précurseur pour accompagner les distributeurs dans ces problématiques on va dire, de complémentarité d'investissement média et de Drive to Store. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Oui, tout à fait. Alors en fait, chez Groupe M, on avait une entité qui était dédiée au mobile, parce qu'à l'époque, en 2016, c'était l'année du mobile, comme chaque année. Donc on avait une entité qui était dédiée, qui faisait du conseil et de l'achat pour toutes les agences des groupes, parce que le Groupe M, il y a 3 agences au sein de Groupe M. Donc c'était une entité qui était transverse, qui s'appelait Joule, qui a laissé place à une entité de conseil sur la partie mobile toujours, qui aujourd'hui s'appelle Groupe M Commerce, qui ouvre un peu les chakras aussi sur la partie retail, mais c'est pas le sujet de ce matin, mais qui continue à auditer les acteurs, notamment Drive to Store, parce qu'il y a un enjeu quand même business dessus. Donc en fait, globalement, 2 fois par an, on audite tous les acteurs du marché, et voilà, on présente aux clients, à nos clients et aux agences cet audit qui est holistique, agnostique, il faut galvauder de dire ça, mais qui prend l'ensemble des paramètres et des acteurs. Donc ça faisait sens effectivement de contribuer à cette étude-là. Globalement, on a vocation, le Drive to Store, ça revient un petit peu sur le devant de la scène, mais ça a été pas mal chamboulé, surtout l'an dernier. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs, c'est assez complexe, donc effectivement, ça fait sens de s'associer à cette étude-là qui va creuser un petit peu le sujet et mettre quelques chiffres sur des choses dont on a tous conscience, parce que le mobile, je crois que c'est plus trop un sujet. C'est juste de mettre des chiffres dessus. Merci beaucoup, et je vais essayer d'expliquer, pas aussi bien qu'elle, mais pourquoi est-ce que Karine et Figmi ont sponsorisé cette étude. Très clairement, un Figmi, c'est une application qui, à l'origine, est un use case tellement évident de portefeuille de cartes de fidélité dématérialisées. C'est donc un modèle, à l'origine, de pool marketing. On sait tous que le chiffre d'affaires des commerçants en France, il est très largement encarté. 90% du chiffre d'affaires d'un Carrefour ou d'un Leclerc est encarté. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une bonne manière pour les distributeurs de redistribuer de la générosité, on le verra plus tard, mais il y a cette phrase je crois d'Édouard Leclerc, père du coup, qui est très cynique mais que j'aime beaucoup, qui disait les prix bas, les pauvres en ont besoin, les riches en raffolent. Et en fait la pénétration des cartes de fidélité en France, elle illustre assez bien cette réalité-là. Et donc la digitalisation de ces cartes de fid, c'était une évidence. L'application Figmi, elle a, je crois, 2,5 millions d'utilisateurs mensuels, ce qui est juste monstrueux, et elle a, à mon avis, encore un potentiel très important, tant cette générosité, qui existait beaucoup dans l'univers de l'offline, va devoir transiter dans le online, donc c'était évidemment important pour Figmi, et bien aussi de participer à cet effort d'explication et d'évangélisation du marché. Alors, moi, il y a cette étude, elle est encore une fois assez unique, parce qu'on parle beaucoup de e-commerce, on parle beaucoup de m-commerce, on a parfois, et moi aussi, tendance à oublier que 85% du business continue à se faire dans les magasins physiques. Et que si c'est aussi facile d'acheter tout le temps en ligne, et que pourtant 85% du business continue à se faire dans les magasins, c'est bien parce que les consommateurs attendent autre chose des magasins.
Donc le mobile au plus près des achats en magasin, avec pour moi un premier constat qui a été assez saisissant, qui était le taux d'équipement des smartphones chez les jeunes. 70% des moins de 18 ans possèdent un smartphone. Première question pour toi, Vadim, qu'est-ce que ça implique ça pour des annonceurs? Je vais juste tempérer les 85% d'achats qui sont en magasin. Effectivement, ça dépend beaucoup du secteur d'activité. Alors, très GSA, c'est sûr, moins sur d'autres secteurs d'activité, mais effectivement, je suis quand même d'accord avec toi. Il y a encore beaucoup d'achats qui sont en point de vente. Et en fait, on le voit d'ailleurs dans aussi d'autres études complémentaires, mais que le canal d'achat, donc digital ou physique, n'est pas forcément lié à l'âge, parce qu'en fait, on voit que les jeunes, même s'ils sont très bien équipés, et je pense qu'on a tous dans ses proches voilà, des petits enfants qui jouent déjà avec le smartphone de papa et maman, alors qu'ils ont moins de 5 ans. Donc ils vont l'adopter, c'est sûr. On a un taux de pénétration qui est proche de 100% globalement si on exclut les plus anciens et les plus isolés. Mais voilà, globalement, on peut adresser tout le monde via le smartphone, donc c'est un device de masse. Donc versus la télé, qu'on a eu l'habitude de dresser parce que device de masse, etc. Bah là, c'est aussi un device qui va concerner tout le monde. Et c'est aussi un device personnel, parce qu'en fait on a toujours avec ça dans la poche. Je vous mets le défi de partir sans votre téléphone le matin. Je pense que peu d'entre nous est capable de le faire. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de massif, qui a un fort taux de pénétration. Et donc pour les marques, la question c'est plus est-ce que j'y vais, est-ce que le smartphone c'est une question? Non, il n'y a plus de question, évidemment, il faut y aller. Après c'est comment, et là effectivement c'est quand même un peu plus complexe que la radio ou que d'autres canaux plus traditionnels. On va dessus par la suite. Mais voilà, l'idée c'est comment j'adresse le smartphone. Et donc il y a plein de spécificités, il y a de l'interactivité, il y a voilà, des possibilités de data qui sont beaucoup plus infinies que sur d'autres devices. Et notamment la géolocalisation. Et c'est pour ça que le Drive to Store aujourd'hui c'est un peu ce qu'on est sur du mobile. Alors évidemment il y a la créativité, il y a plein de choses qui en découlent. Mais la vraie plus-value du mobile versus d'autres canaux de distribution, c'est le côté géolocalisation et le fait qu'il nous suit partout. Donc effectivement, c'est le Drive to Store qui va truster une bonne partie des investissements aujourd'hui mobiles sur des stratégies spécifiquement mobiles. Voilà, c'est pour ça qu'on se parle de Drive to Store, donc plutôt de mobile to store finalement. Dominique, est-ce que c'est des chiffres que vous regardez aussi, j'imagine, chez S4M? Comment est-ce que vous les envisagez, cette prépondérance du commerce physique qui reste plus que jamais d'actualité? Ouais, alors effectivement, ce chiffre de 85% du commerce, des achats toujours effectués en commerce physique, c'est une réalité, même s'il faut le tempérer par secteur, comme le disait Vadim. Une autre étude, effectivement, menée par Bazaar Voice il y a quelques mois, nous montrait qu'on avait deux populations qui étaient particulièrement appétentes à l'achat physique, c'était les seniors et les jeunes. Alors effectivement, les jeunes nous surprennent moins, les seniors nous surprennent moins, les jeunes peut-être un petit peu plus, mais effectivement, ce sont clairement des tendances fortes. Et pour nous, en tant que publicitaire, c'est extrêmement intéressant parce qu'on se dit qu'on a là dans notre palette d'outils à disposition quelque chose qui nous permet d'établir ce lien très facilement entre le physique et le monde digital. Donc pour moi, et chez S4M, c'est vraiment comme ça qu'on envisage le mobile, c'est ce lien, cette capacité à créer du lien entre ces deux mondes, tant sur la partie ciblage, on va rendre service à l'utilisateur, on va lui permettre de se rendre dans un point de vente, lui afficher une map pour lui dire où est le magasin le plus proche, mais également cette dimension mesure dont on parlait tout à l'heure, puisque effectivement la donnée, on la capte grâce à un téléphone, et on est capable de la travailler soit en agence, soit chez des sociétés comme S4M, grâce effectivement à ce que l'utilisateur accepte de transmettre. Ouais, c'est très vrai. C'est vrai que cette étude de Bazaar Voice elle était intéressante parce qu'elle disait très clairement que les populations qu'on trouvait le plus dans les magasins, c'est effectivement les vieux et les jeunes. Et les jeunes, c'était une vraie surprise quand on prend un pas de recul et qu'on voit le temps que les jeunes passent sur les smartphones et quand on voit la présence accrue des distributeurs sur les smartphones, on se dit qu'il y a probablement un lien de causalité. Et c'est à mon avis une très bonne nouvelle pour le retail, qui a besoin de remettre de l'expérience et de faire revenir les gens dans les magasins, parce qu'en fait, c'est ça qui va rester. Il y avait un mec, il faudra que je retrouve le nom, qui avait une phrase géniale qui disait « Le magasin est au commerce, ce que le concert est à la musique ». Et c'est vrai que quand on prend un peu de recul sur la manière dont cette industrie de la musique s'est fait
disrupté par le digital, on se dit que le magasin va retrouver probablement de son attractivité au travers de l'expérience et que cette expérience, elle va être initiée par des communications qui vont être sur mobile. Les jeunes, ils sont derrière leur mobile, donc si les annonceurs veulent parler aux jeunes pour les faire venir en magasin, bah, le mobile, ça semble quand même tout indiqué. Merci à tous les deux. Alors moi, il y a un chiffre, un deuxième chiffre qui m'a bluffé, c'est cette notion de premier réflexe digital. Quand on prépare un achat, 78% des possesseurs de smartphones, donc pour vous dire le mal des Français, ont comme premier réflexe le digital. Ça m'a beaucoup surpris parce qu'on sait tout ce que peut se cacher derrière cette notion de premier réflexe. Vadim, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce que ça impacte aussi la manière dont les annonceurs envisagent le média planning? Si c'est maintenant le média qui est le mobile qui est le premier réflexe, comment est-ce qu'on fait ces arbitrages et comment est-ce qu'on intègre dans la conception de son plan annuel? Ouais, tout à fait. Alors évidemment, il faut le prendre en compte. Le digital global a forcément un fort impact. D'ailleurs, on voit les investissements qui se rapatrient petit à petit sur le digital. Ça dépend des secteurs. Il y en a qui sont plus matures, d'autres moins matures là-dessus. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est le premier point de contact. En fait, donc 80% des Français, à la fois de masse et à la fois personnel. Donc c'est le premier point de contact effectivement entre une marque et un consommateur. Donc c'est évidemment là où il faut être présent. Donc ça redistribue un petit peu les cartes. Après, il est complémentaire aussi à d'autres actions. Il ne faut pas oublier évidemment que la télé, la radio a tout son impact. Et effectivement, c'est ce qu'on se disait avec les plus jeunes et les plus anciens sur le point de vente physique et le mobile, c'est qu'il y a tout un paradoxe, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation de l'utilisation du réflexe du smartphone. Pour autant, il y a toujours des visites en point de vente. C'est un petit peu pareil avec les différents médias. C'est-à-dire que la télé n'est pas morte, la radio n'est pas morte, c'est juste qu'évidemment, c'est plus fragmenté. Et ça, c'est assez compliqué pour un annonceur de choper les bons moments de son consommateur aux bons endroits, parce qu'en fait, on va avoir un usage en cumulé sur une journée de quasiment plus de 2 heures sur son smartphone. Hein. Pour ceux qui ont un iOS, on peut le voir, on peut même faire flipper parfois, mais il passe quand même vachement de temps dessus. Mais c'est hyper fragmenté. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas y passer 2 heures en ça. On va y passer 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, etc. Et donc de catcher le bon moment par rapport au consommateur, ça c'est un vrai challenge pour les marques. Pour autant, c'est vrai que le mobile, c'est quand même la clé de réconciliation, c'est quand même la première fois que ça existe sur Terre. C'est la réconciliation entre le monde digital et le monde physique. Depuis qu'il y a eu Internet qui a été créé, il n'y avait pas de réconciliation avec le monde physique. C'était impossible parce qu'évidemment, on ne pouvait pas savoir où est-ce qu'on était. Il n'y a pas un cookie sur soi en permanence, et ainsi maintenant on a un device ID sur soi en permanence qui permet de réconcilier ces deux mondes-là. Et donc, du coup, d'avoir une vue plus globale sur l'attribution et la contribution des différentes campagnes. Alors, c'est pas parfait, la réconciliation, c'est pas à tous les niveaux, c'est assez complexe, mais bon, c'est déjà un début. Donc, c'est ça que va apporter le mobile là-dessus, ça va être de nouveaux indicateurs, de nouveaux jouets, on va dire, pour nous, marketeurs, pour KPIs, on va dire, de nouveaux KPIs qui vont du coup nous permettre de monitorer et de pouvoir voir les performances des différentes campagnes. Et ça, c'est une vraie nouveauté, il y a à peu près 4 ans, 4-5 ans, ça arrivait comme ça. Il y a aussi la diffusion, donc sur la partie vraiment géolocalisée. Avant, on adressait à l'IP ou à la région. Maintenant, on peut faire des stratégies un peu plus précises, à la fois sur la qualification des personnes qu'on veut adresser, à la fois à l'instant T où on veut adresser des personnes à proximité d'un point de vente. Alors voilà, ça ouvre plein de nouvelles possibilités. Faut-il encore bien de tout comprendre? C'est vrai que quand on a le nez dedans, parce que ça fait 4 ans à peu près que ça existe de cette façon-là, c'est assez clair, mais effectivement, il y en a encore pour beaucoup où ça l'est pas. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de solutions, beaucoup de KPIs, beaucoup de wording, beaucoup de marketing. Donc voilà, il faut essayer d'éclaircir un peu tout ça. Super. Et alors Dominique, chez S4M, cette notion de premier réflexe, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le fait que ce soit le premier veut dire que derrière, si on arrive à capter les bons signaux, il y a un potentiel de suivi du prospect et de transformation qui est super important. Oui, effectivement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, en fonction des secteurs, alors, chez S4M, on a pas mal l'habitude de travailler avec le secteur automobile. On va voir qu'effectivement, ces premiers réflexes, ils sont très très en amont. On est là pour regarder un certain nombre de véhicules qu'on a déjà, par exemple, en tête. Et puis, il y a pas mal d'événements finalement qui vont se passer, j'ai envie de dire, sur le monde digital. Et finalement, en concession, on va se retrouver avec 1,8 visites, si ma mémoire est bonne, avant d'effectuer son achat. Donc on a toute une panoplie de signaux très en amont, et c'est fondamental pour un constructeur d'être présent à ce moment-là. Alors ça peut être notamment via des
communication push, à des moments clés. Alors pour ça, on va bien évidemment mieux cibler, on va avoir un certain nombre d'indicateurs qui vont être à notre disposition pour comprendre, en tout cas essayer de comprendre où se situe le consommateur dans sa réflexion. Donc aujourd'hui, oui, c'est des choses qui sont possibles. Après, comme le disait Vadim, sur cette réconciliation entre le monde digital et le monde physique, le device ID et la géolocalisation sont des outils absolument fabuleux. Après, effectivement, on a eu tendance, je pense, à peut-être un petit peu trop jargonner ces dernières années et remettre un petit peu tout le monde dans la même dynamique et faire comprendre ce qu'est une visite additionnelle, un uplift. C'est des choses dont vous entendez parler, dont on entend parler. Néanmoins, il faut que ça soit clarifié et que l'industrie porte un regard, j'ai envie de dire, assez un regard commun sur ces indicateurs-là. C'est des choses sur lesquelles on travaille. Effectivement, je pense que ça, c'est nécessaire. Ouais, c'est un très bon point, la mesure, on y reviendra. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats sur le bien fondé de cette mesure et sur l'exploitation des data. Et la CNIL a œuvré, on va dire, de façon assez visible l'année dernière. Je pense que ce qui était effectivement peut-être important de préciser, c'est que quand bien même il y a encore des questions de méthodo sur le bien fondé de telle ou telle mesure ou sur des différences de KPIs d'un acteur à l'autre, il faut juste garder en tête qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, on n'avait juste rien du tout. Et qu'un distributeur qui faisait du marketing, il faisait, c'est une expression qui est utilisée aux US, spray and pray, c'est-à-dire que je vais utiliser les médias de masse, et puis j'espère plus ou moins que ça va marcher. Le mobile, déjà aujourd'hui, permet de mesurer mais tellement beaucoup plus précisément que ce que permettait de faire les médias de masse, que c'est en soi un progrès considérable, et on va continuer à progresser. Je pense que c'est effectivement important de le préciser. Et juste pour rajouter quelque chose, aujourd'hui on voit dans l'univers digital des environnements qui sont de plus en plus cloisonnés. Le mobile et les activations qu'on peut avoir sur le mobile permettent justement de sortir un petit peu de ce décloisonnement, de ce cloisonnement, pardon. Et ça, pour moi, c'est une avancée fondamentale pour tout annonceur, toute marque, se dire oui, j'ai la capacité vraiment de comprendre, grâce à certains acteurs, ce qui se passe dans l'univers digital et dans le monde physique. Ce qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire avec des acteurs qui fonctionnent en vertical. Ouais, tout à fait d'accord. Je pense que ça bénéficie évidemment aux distributeurs qui ont un ROAS ou un ROI de leur campagne qui est bien supérieur, mais ça leur bénéficie aussi indirectement par la notion de responsabilité accrue du consommateur. Aujourd'hui, un consommateur, il sait que c'est possible, en utilisant les data de manière pertinente, de lui adresser en priorité les communications qui l'intéressent, et il se sent valorisé par un annonceur, par un distributeur, qui l'a compris et qui du coup va peut-être lui épargner des communications sur des bagnoles par exemple. S'il l'a déjà acheté il y a 3 semaines ou il y a un mois, c'est plus la peine de le faire. Donc vraiment l'exploitation pertinente de cette donnée telle que permise par le mobile, elle bénéficie à 100% des acteurs de la chaîne. Ça me semble important de le préciser. Alors de surprise en surprise, il y a un chiffre qui pour moi est complètement contre-intuitif. 45% des consommateurs sont prêts à partager leurs data de géologue. Et on va même plus loin, ils le font parce que ça leur permet de bénéficier de bons plans et d'adoption qui sont souvent mieux ciblés pour eux. Et 65% partagent même leurs données personnelles avec les marques. Dominique, comment est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres qui vont probablement à l'inverse de tout ce que beaucoup d'acteurs du marché avaient en tête? Alors, expliquer, je ne sais pas si je vais être en mesure de les expliquer, mais effectivement, ça semble assez contre-intuitif, puisqu'on nous rabâche un petit peu les oreilles en disant que les consommateurs n'ont absolument pas envie de partager leurs données personnelles. Je pense qu'à partir du moment où le contrat, et c'était très bien expliqué dans l'étude, où le contrat entre la marque et le consommateur est clair, ce n'est plus un sujet. Alors évidemment, sur tout ce qui est fidélisation, j'ai tendance à penser que ce n'en est pas un du tout. Sur tout ce qui va être communication poussée, là, il y a probablement des bonnes pratiques à avoir, et ça c'est quelque chose qui se règle au niveau de l'industrie, mais effectivement, ces chiffres ne surprennent pas, parce qu'on est en mesure aujourd'hui d'apporter des vraies plus-values à des consommateurs, que ce soit via la géologue, ou que ce soit effectivement via les messages qu'on va passer. Je vais juste compléter parce que par ailleurs on a fait pour le coup très récemment une autre étude sur les données personnelles
Dominique, tu as dit quelque chose. En fait, Laurent et toi, vous n'avez pas utilisé le même terme. Laurent a utilisé le terme accepter et tu as utilisé le terme avoir envie. Et c'est complètement différent. Parce que justement, il y a les 65% qui acceptent de partager leurs données personnelles. Mais au final, quand on regarde un peu plus loin, il y a une grande majorité de ces 65% qui disent en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que pour utiliser certains services ou pour accéder à certaines offres, je suis obligée de partager mes données personnelles. Mais au final, j'y trouve mon compte parce qu'il y a un intérêt quelque part, donc je le fais. Mais c'est pas du tout. Moi, je ne l'ai pas lu comme une envie, je l'ai lu comme une acceptation, mais qui est en fait, j'ai envie de dire, une espèce de contrat, c'est un peu ce que tu disais, qui n'est pas du tout lié à une envie à proprement parler, mais qui est lié à un intérêt qui s'y trouve quelque part. Ouais, alors, parce que je pense qu'effectivement, il faut dissocier entre ce qu'on appelle la donnée personnelle et la donnée de géolocalisation. La donnée de géolocalisation à des fins servicielles, je prends l'exemple de la chaîne météo. La chaîne météo, 98% des gens acceptent de donner sa géolocalisation. C'est quand même plus rigolo d'avoir la météo près de chez soi qu'on a à Paris que la météo de Marseille qu'on a pas. Donc, évidemment, on a un taux d'acceptation de 98%. Après, normalement, cet éditeur-là et les partenaires data qui sont accolés, s'il n'y a pas eu un consentement éclairé explicite via le CMP, ne doivent pas exploiter cette donnée-là. Ça ne doit pas être un levier de négociation entre un éditeur et un consommateur. Ça, c'est la théorie. Après, évidemment, dans la pratique, évidemment, cette donnée, elle est quand même plus ou moins exploitée. Et ce qui est assez incroyable, c'est que, et c'est pour ça que je rebondis sur les 45% qui partagent effectivement plus ou moins consciemment aussi, parce qu'il y en a qui, alors bon là, vu que c'est déclaratif, c'est conscient, mais je pense qu'en vrai, on est plus sur des taux de 60-70, et qu'en fait, il n'y en a que 45% qui savent, qui donnent leurs données. Il y en a plein qui ne le savent pas, notamment alors Facebook, alors maintenant c'est galvaudé, maintenant tout le monde est plus ou moins au courant, mais à l'époque quand Facebook était créé, quand on créait un compte, on était tout content, on pensait que c'était gratuit. Maintenant il n'y a rien qui est gratuit sur le digital, évidemment la donnée, on la monétise, on ne touche pas de royalties dessus, mais en tout cas on la donne. C'est pareil un petit peu à des fins de géolocalisation. Je pense à la chaîne Télé Loisirs, l'application Télé Loisirs, qui est quand même une des plus grosses applications téléchargées derrière nos amis GAFA. Il y a un taux d'acceptation sur l'opt-in géologue de plus de 60%. Pourtant, le programme télé est partout pareil en France. Il n'y a pas de dissociation selon les régions. Mais en fait, ils demandent évidemment ça pour monétiser la data, évidemment la monétiser plus cher, ce qui est louable, à la rigueur, why not. Sauf que, évidemment, 60% des gens acceptent, parce qu'en fait, ils ne font pas gaffe, ils téléchargent l'application, ils disent oui, je veux accéder à mon application, et ils accèdent à l'application, ils sont contents. Et en fait, du coup, ils ont donné un consentement sans forcément être conscients de ce consentement. Après, évidemment, il faut aussi avoir l'œil. Donc là, on a l'œil consommateur, on se dit oh, scandale. Sauf que si on regarde l'œil plutôt marketing, ça peut être intéressant, parce que du coup, effectivement, c'est comme des personnes, on va pouvoir leur adresser un message qui va être comme personnalisé, on ne va pas faire n'importe quoi avec non plus. On va leur proposer des produits qui vont plutôt correspondre à ses attentes, donc finalement, il va plutôt être sensible et voire même ravi d'avoir des produits qui lui correspondent. Donc derrière, on ne fait pas quelque chose de mal avec ces données-là. Mais voilà, il n'y a pas je suis d'accord, il y a 45% qui partagent consciemment, il y en a plus qui partagent inconsciemment. Et pour nous, marketeurs, évidemment, c'est quand même utile d'avoir du volume, parce que si on veut travailler les segments data, c'est plus intéressant d'avoir du volume dessus. D'où le travail aussi d'évangélisation et d'explication, tant auprès des professionnels que nous sommes, mais aussi auprès du grand public, des consommateurs. Ça, c'est un boulot, je pense, il y a eu pas mal de scandales qui, quelque part, jouent en faveur des consommateurs, très clairement. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que la donnée personnelle, la donnée de géolocalisation, elle est utilisée. Après, c'est aussi à nous de faire en sorte qu'elle soit utilisée à bon escient. Et là, c'est des pratiques, et je pense que tous dans la salle, on va dans le même sens. Et puis effectivement, il y a donc les éditeurs qui ont un rôle clé là-dedans, parce qu'à eux d'informer aussi leurs audiences de cette captation-là. Évidemment, toute la chaîne de valeur a un rôle dessus. Et effectivement, nous, on est dans le secteur, donc pour nous, c'est clair. Sur la communication du marché par rapport au grand public, il faut y aller vraiment calmement et de façon très pédagogique, parce que pour avoir des amis qui sont évidemment dehors de ce secteur-là, quand ils ont lu les articles sur un acteur qui a eu des soucis il y a 2 ans dans un article Numérama, effectivement, ça a été très très mal interprété. C'est regarde, ils exploitent nos données personnelles pour en faire n'importe quoi, les raccourcis sont vite vus. Donc effectivement, à nous, et tu as raison Dominique là-dessus, à nous de proposer quelque chose de clair. La CNIL, de toute façon, a déjà effectivement mis son élan. Voilà, a déjà œuvré.
à nous aussi de discuter pour que ce soit voilà, de donnant-donnant, parce que finalement, avoir une grosse MP avec plein de textes et qui fait peur, est-ce que c'est vraiment ça que les consommateurs attendent? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus smart à proposer? On est en discussion en tout cas avec eux, en tout cas l'association MMA est en discussion avec la CNIL sur ce sujet. Ouais, je pense qu'il y a eu effectivement des... Ça marche pas, oui. Il y a eu des abus et je pense que le moment à laquelle cette question a été posée peut aussi avoir son importance. C'est-à-dire que si ça fait 5 ans qu'il y a des abus assez notoires et que les règles de la CNIL ne sont appliquées que depuis, on va dire, 12 mois, voilà, peut-être que la perception des gens peut être qu'ils ont été abusés du point de vue de l'usage de leur data, alors que dans les faits, aujourd'hui, ils sont globalement très protégés. Donc je pense que le temps fera aussi son œuvre, de manière conjointe d'ailleurs aux travaux des acteurs de la chaîne. Alors, l'étude, elle propose aussi des distinctions dans les use cases. Pour être clair, on creuse à peu près 100% des use cases d'activation. Moi, j'étais curieux de vous entendre sur cette distinction entre le push et le pull. On voit évidemment que pour les gens qui font des recherches, ils sont surpris. Pour ça, il faut être clair, le search, plutôt que d'essayer de savoir à qui vous allez pouvoir pousser une voiture, si vous commencez à répondre à des gens qui, dans un moteur de recherche, puisqu'ils en cherchent une, il y a plus de chances que ça marche. Mais c'est pas, ça fait pas un plan de communication, et c'est pas ça qui permet de remplir les magasins. On sait bien que ce qui fonctionne, c'est l'adjonction de stratégies pull avec des stratégies de push. Comment est-ce que Vadim, notamment, t'arrives à lire cette dichotomie dans les stratégies d'investissement de tes clients et des annonceurs? Tout à fait. Alors, nous, on est une agence média plus axée sur l'acquisition, donc c'est vrai que le côté CRM, j'aurais moins de vision dessus. Effectivement, pour décrire juste la slide entre communication adressée et ciblée, donc vous aurez quand même traduit que c'est CRM, PRM, globalement. Donc c'est pour ça que les taux ne sont pas les mêmes non plus, ça c'est logique, quand l'exemple le plus typique, et en plus ils sont chez nous, du coup on voit un peu ce que ça donne, mais Sephora typiquement, en termes de fidélisation, c'est monstrueux, quoi. C'est-à-dire que tous ceux qui ont l'application, toutes celles et ceux qui ont l'application Sephora, à chaque push notification en plus, il la géolocalise justement dès qu'on est à proximité d'un Sephora. Bon, forcément il y a des performances qui sont assez incroyables. Après évidemment ces performances-là, il y a plein de critères à prendre en compte. Le mobile n'est qu'un support finalement. Alors évidemment, support très CRM parce que mail, et donc mail très mobile, applicatif forcément fidélise, etc. Donc ça sur la fidélisation, il n'y a pas d'enjeu dessus. Évidemment, le mobile est clé. Après, effectivement, quid de faire une application, une web app, différentes choses dessus. Après, sur la partie PRM, donc sur la partie acquisition de nouveaux clients, effectivement, là c'est assez complexe parce que c'est vraiment des usages très courts, très fragmentés. On a un taux d'attention de 3 à 5 secondes maximum. Donc il faut catcher quand même l'utilisateur dans ce moment-là, c'est franchement pas facile. Sur des formats qui sont forcément plus petits que du desktop, ou de la télé ou de la radio. Et donc évidemment il faut adapter le message. Adapter le message dans la forme et dans le fond, parce qu'évidemment dans le contenu aussi il va falloir être plus punchy, parce qu'on a pareil un taux d'intention très, très court. Donc si on ne fait pas de promotion, ou si c'est juste du branding sans mettre le logo, alors je pense aux vidéos, je prends un exemple juste de la vidéo, alors déjà souvent c'est des assets horizontaux qui sont distribués sur le mobile, donc évidemment c'est pas l'usage. En plus c'est des durées de visionnage de 30 secondes, évidemment sur le mobile on est plus sur 5 secondes maximum. Donc évidemment c'est pas du tout adapté. Et en plus de ça le logo arrive tout à la fin, donc en fait la personne a peut-être vu le début de la vidéo, mais il ne sait même pas qui a parlé. Donc évidemment, il y a des assets sous la forme à adapter pour faire l'acquisition, pour diffuser. Alors, je parle surtout de display, effectivement, je parle moins d'emailing, parce que c'est moins mon cœur de métier, donc je pourrais moins parler là-dessus. Mais sur la partie display, il y a des assets dans la forme, dans le fond. Il y a les segments data qui sont là pour le coup très intéressants à travailler sur la partie PRM. Après, il y a juste l'attribution et la contribution. Et effectivement, les ventes sur mobile ne sont pas très élevées, parce que donc, évidemment, là, ça a agrégé aussi des micro-paiements. Donc, c'est-à-dire les achats dans l'App Store, etc. Mais globalement, les achats, on va dire, sur tous les secteurs d'activité, fringues, automobile, etc., enfin surtout automobile, forcément sur le mobile, c'est pas là où on va convertir. Donc c'est pour ça que l'indicateur de la visite physique qui peut être proposé par beaucoup d'acteurs peut être un complément et le KPI clé finalement, parce qu'on va peut-être moins regarder la vente. L'idée c'est d'adresser une personne, c'est hyper galvaudé ce que je veux dire, au bon endroit, au bon moment, avec le bon message, mais c'est vrai, c'est-à-dire que le mobile c'est vraiment ce qui va déclencher ce déjà. Ouais, alors effectivement, ça me semble important de préciser que le seul CRM, le seul pool marketing ne suffit pas. Un magasin
il doit aller chercher des clients additionnels pour arriver à un équilibre. Et du coup, ce qu'on apprend dans cette étude, c'est que 58% des consos qui ont été exposés à des campagnes de communication poussées se sont rendus en point de vente. C'est-à-dire que le mobile, c'est terriblement efficace. Et au-delà du support, comme tu disais, Vadim, en fait, la pub, ça marche. Ouais, et c'est une bonne nouvelle. Effectivement, ça marche parce qu'on a la capacité aujourd'hui de proposer des choses avec des mécaniques intelligentes. Au-delà de l'aspect créatif que vient de mentionner Vadim, on a la capacité, via les outils qui sont à disposition, de mieux cibler les gens. À ça, concrètement, ça nous permet ensuite de mettre en place des stratégies mobiles, de push, qui vont justement être plus efficaces parce qu'on va adresser des personnes qui ont l'habitude de fréquenter un point de vente donné. Alors on ne les connaît pas nominativement, bien entendu, mais on a des zones, on a une idée sur les zones géographiques où ces personnes, ces device ID plus exactement, se situent et on va aller les travailler après. Très clair. Et alors, en plus de ça, on apprend que la géolocalisation permet à ces campagnes de surperformer. 70% des utilisateurs qui ont reçu une communication géolocalisée se sont rendus en point de vente et 17% d'entre eux le jour même. C'est-à-dire que la notion de géoloc, elle rime avec immédiateté. Si c'est géolocalisé, alors c'est plus pertinent, je me sens plus concerné et j'y vais plus vite. Est-ce que c'est ce qu'on constate également sur les campagnes S4M? Oui, c'est ce qu'on constate. Alors, encore une fois, je parle de notre produit, mais on a un indicateur qui est dans la plateforme qu'on a développée, qui est le temps moyen pour se rendre en magasin. Et effectivement, quand on regarde ces temps moyens, on voit très bien qu'on est sur des actions très rapides. Donc ça, c'est quelque chose dont on avait peut-être une idée auparavant, mais là, aujourd'hui, on est en capacité de le démontrer, de le voir, et c'est un indicateur sur lequel on va optimiser les campagnes, très concrètement. Donc effectivement, quand on est en période, je sais pas, de solde, on a besoin de driver du trafic dans les magasins, qu'on cherche à faire du business incrémental, oui, savoir où on peut actionner, sur quel support on peut optimiser, c'est des choses que la technologie permet de faire aujourd'hui. Super. Et alors, Vadim, est-ce que sur ces notions de géolocalisation, qui est le pendant de la mesure, qu'est-ce qu'on pressent peut-être des prochaines soit régulations d'un côté, soit velléité des OS à mieux encadrer cette data? Comment est-ce que tu vois les choses bouger? Oui, alors effectivement, donc il y a la RGPD qui est arrivée en mai dernier. Aux États-Unis, en Californie, ils sont en train de passer, j'ai oublié le nom, mais merci, qui passe. Alors c'est marrant, c'est un petit peu le champ inverse, c'est-à-dire que la RGPD, donc pour l'Europe, appliquée par la CNIL, qui interprète la RGPD, qui est volontairement floue là-dessus. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord pour moi, parce qu'en termes juridiques, la localisation n'est pas une donnée personnelle. La CNIL l'interprète comme ça, éthiquement, je pense qu'on le voit tous comme ça. Juridiquement, en tout cas, c'est pas acté comme ça. Alors après, on interprète ce qu'on veut. Mais nous, en France, il faut optiner, il faut pouvoir dire oui, je donne mes données, etc. En Californie, ils ont une approche qui est un peu plus soft, qui va dire j'opt-out. C'est-à-dire que j'offre la possibilité dès le début à mon consommateur de s'en aller de ma base. Par défaut, il est inscrit, mais dès le début, je lui dis est-ce que tu veux rester ou tu veux partir? Ce qui, je trouve, dans l'approche est quand même un peu différent, c'est-à-dire que à mon avis, ils ont des taux d'opt-in qui vont être quand même vachement plus sympas que chez nous. Et puis, il y a quand même l'information qui passe, donc c'est quand même éclairé. Voilà, après, il y a effectivement donc, une complexité d'acteurs, il y a de plus en plus d'acteurs, donc vous avez des GAFA qui se lancent dessus, concrètement, Snapchat, Facebook, Waze, Google est dessus. On a les trading desks, donc effectivement, les trading desks et les solutions techno qui sont effectivement dessus. On a les technologies propres, qui ont leurs propres solutions intégrées chez les éditeurs qui vont exploiter cette data-là. Et puis on a des solutions de mesure. Alors on a des boîtiers de mesure, on a les tiers mesureurs, parce qu'effectivement on est dans un marché qui, alors c'est bien en avance, on a accès à la visite physique. C'est la première fois qu'on a accès à la visite physique, donc ça c'est chouette. Sauf qu'évidemment, nous en tant qu'agence et voilà, qui ont grandi dans le monde du digital, on se dit chouette, mais comment je vais pouvoir double traquer ça? C'est-à-dire qu'effectivement tu me dis générer what me visite, très bien, c'est ce que tu me dis. Et comment on fait pour nous vérifier? Et donc, en fait, il y a des acteurs qui se sont mis sur le marché, qui se sont dit, bah, nous, on va être tiers mesureurs, donc on va installer soit des boîtiers, soit on va utiliser effectivement des volets SDK, on va dire un reach et des utilisateurs qu'on a en base, et donc double vérifier ces visites-là, ce qui apporte déjà un peu plus de clarté, un peu plus de transparence aux agences et aux annonceurs. C'est-à-dire qu'il y a le partenaire qui nous donne ses visites, et puis on a un tiers mesureur qui va également faire sa mesure
et donc nous donner l'uplift proposé. Effectivement, S4M là-dessus est précurseur notamment avec leurs partenaires techno, etc., pour proposer ce genre de solution. Vous n'êtes pas les seuls, mais en tout cas vous avez été les premiers dessus. Et effectivement, c'est très intéressant pour nous, pour avancer et notamment apporter un peu de confiance aux annonceurs qui, ayant vu les RGPD et quelques boîtes mis en demeure, on se sont dit on va peut-être arrêter Drive to Store. Aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène. Il y a plus de 19 acteurs que nous on a référencés sur la partie Drive to Store, donc ça fait quand même du monde. Le marché est grandissant, je pense qu'effectivement il y a de plus en plus d'investissements de la part de nos clients sur ce volet-là qui reprennent confiance parce que transparence, parce que tiers mesureur, parce que pluralité des acteurs, donc je peux enfin splitter un petit peu et voir qui performe le mieux sur les audiences, parce qu'effectivement, indépendamment d'eux, quand ils ont une technologie propre, qu'ils ont leur propre bassin d'audience, bah en fait, il y a des bassins qui sont plus appétents ou pas, selon les secteurs d'activité, selon les clients, parce qu'en fait, je ne choisis pas, c'est pas comme l'INSEE ou différents instituts, ou justement Médiamétrie qui va sélectionner des personnes représentatives de la population française. Il se trouve, par hasard, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais par hasard, ils n'ont que des appétents à Mercedes. Parce que par hasard, ils ont une application et il y a beaucoup de gens qui ont Mercedes qui ont téléchargé l'application, mais du coup, c'est compliqué à utiliser pour d'autres acteurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une pluralité, il y a plusieurs audiences, et donc c'est intéressant de tester l'ensemble du marché. Donc, c'est assez complexe, et pour finir, promis, je fais court. On monte avec la MMA monte avec le CSP, donc je change de casquette, je passe à MMA, mais on monte avec le CSP un label, une certification justement pour apporter encore plus de transparence pour les annonceurs et les agences. Donc on monte un label avec le CSP qui va certifier et labelliser les acteurs Drive to Store, et finalement ça va se faire sous 3 volets. La qualification des audiences et justement les segments data en termes de reach et de qualification de ces critères-là, quels critères ils prennent en compte. La partie diffusion média, pour vérifier qu'ils diffusent au bon endroit, parce que ça apparaît, donc du coup il y a un enjeu là-dessus. Et sur la partie mesure, alors, technologique et méthodologique, c'est-à-dire voilà, quelle méthode ils appliquent dessus, etc. Donc ça c'est en cours. Pour être franc, on est en comité très restreint et qu'avec des agences médias pour avoir une vision un peu plus neutre et assez exhaustive du marché, pour pouvoir ensuite certifier les acteurs, je pense début 2020, si tout se passe correctement. Juste, je voulais rebondir sur ce que Vadim venait de dire sur cette partie mesure. Ce qu'on voit sur certains de nos clients, où effectivement on va cumuler un petit peu les solutions. Alors on va avoir un boîtier en magasin et puis on va utiliser les partenariats que nous on a intégrés directement dans notre plateforme, qui sont des acteurs du monde SDK. Ce qui est intéressant de voir dans ces cas de figure-là, au-delà des chiffres purement absolus, ça va être les tendances. Et très souvent, en tout cas dans les campagnes qu'on a pu gérer, c'est que les tendances, elles vont dans le même sens. Et pour une marque, c'est juste fondamental, c'est de se dire, bah oui, ce que je mesure dans mes magasins avec mes boîtiers, je vois bien une courbe qui a à peu près la même tendance que celle que S4M est en train de me délivrer via ses partenaires SDK. Et ça, je pense que c'est des indicateurs super forts. On ne va pas se leurrer, on n'aura jamais les mêmes chiffres à droite et à gauche. C'est le même monde, le même débat que AdCentric, SiteCentric pour ceux qui bossent dans le digital. Les chiffres ne correspondront jamais. Néanmoins, quand on a des tendances, on peut se dire oui, on est sur un chemin qui ressemble à quelque chose, à de la vérité. Et oui, on peut optimiser en fonction de ces tendances-là. Et pour moi, ça c'est fondamental. Et je pense que pour les marques aujourd'hui, elles peuvent se reposer en confiance sur ce type d'indicateur. Oui, ça me semble effectivement un point clé. Moi aussi, dans ma casquette coloniale, présenter des résultats de campagne à des annonceurs, il y a certains annonceurs qui ont du mal à y croire parce que parfois les performances sont juste excellentes. Et plus on arrivera à baquer nos chiffres avec des mesures, avec des faisceaux d'indices qui viendront de sources différentes, plus on sera fort pour aider les distributeurs à avoir foi dans ce média. Si on ne prend pas de recul, le fait qu'on est près de son cœur, qu'on utilise 3 heures par jour, qu'on puisse cibler le contenu, ça explique en grande partie que Merci à vous deux. Merci à tous. Pardon, en bon passionné qu'on est, on a beaucoup causé, mais on peut prendre 5-10 minutes pour des questions s'il y en a. N'hésitez surtout pas. Oui. Nicolas Welbach, bonjour. Par rapport à la mesure, effectivement, ce que vous disiez tous les trois, c'est que une partie de l'écosystème commence à avoir des repères. Les annonceurs et les agences, effectivement, qui sont habitués à des KPI beaucoup plus scientifiques, entre guillemets,
est-ce qu'ils commencent à percevoir tous les efforts que vous menez? Je pense à S4M avec son fameux par visite incrémentale d'un secteur d'activité avec des coûts moyens qui donne un éclairage qu'on peut comparer aussi avec d'autres moyens. Donc, là, je pense qu'il y a aussi un enjeu. Beaucoup d'interlocuteurs par Thinking, par Policy disent si on ne peut pas le mesurer, je n'y vais pas. Quelle est votre posture par rapport à tout ça? Ouais, alors du coup, pour répondre sur la partie spécifique S4M, oui, effectivement, cet indicateur de coût à la visite incrémentale qu'on a sorti il y a un peu plus d'1 an et demi, aujourd'hui, c'est un indicateur qu'on continue de faire évoluer. On a certains de nos clients qui s'engagent même sur des programmes long terme sur un coût à la visite incrémentale. Oui, c'est de mieux en mieux compris. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a néanmoins ce travail d'évangélisation. Alors, je citais au début de la discussion une étude qu'on a publiée avec IHS Markit il y a quelques mois. Et effectivement, il est ressorti dans cette étude que les annonceurs, que les marques avaient soit de la méfiance, voire pire des cas, de la défiance vis-à-vis de la mesure. Ce travail-là, il n'y a pas que S4M qui peut l'effectuer. Et effectivement, je pense que c'est vraiment un travail collégial. La MMF, bien entendu, a son rôle à jouer. Les agences, par le travail qu'elles effectuent aussi, il y a des audits qui sont le plus neutres et le plus agnostiques possible. Mais clairement, on se dit, nous, chez S4M, la visite c'est bien, la visite additionnelle ou incrémentale c'est mieux, parce que c'est clairement, quand on dépense $1, on a envie de savoir si ce dollar il a vraiment été utile. On pense que notre méthode est la bonne. J'espère que voilà, l'audit qui sera mené par le CESP nous confirmera dans cette voie, mais nous on est très confiants et on voit qu'il y a une très bonne réceptivité des marques sur ce sujet-là. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, ça dépend beaucoup aussi de l'annonceur. Typiquement, ils n'ont pas tous du tout les mêmes problématiques. Je sais que chez nous, on a notamment des marques du fast-food et de l'ameublement suédois qui sont assez leaders dessus, qui ont des gros budgets annuels dessus, qui sont matures, mais parce que c'est leur cœur business aussi. Versus évidemment des marques CPG, alors j'en parle pas un peu, qui forcément, en tout cas sur le volet display, mesure de la visite, va peut-être moins être assujetti dessus. Alors après, il y a d'autres solutions, je pense aussi abonnable dessus, mais voilà, en tout cas sur la partie display, c'est plus compliqué. Il y a d'autres secteurs, le luxe, etc., qui ont des contraintes techniques, de cas de enfin, voilà, c'est très propre à chaque secteur, je pense, et ça dépend de la degré de maturité. Nous, on fait l'effort pédagogie, c'est très technique, aussi bien pour nous déjà, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes voilà, qui font plein d'autres choses, qui sont plurimédias, qui vont faire aussi de la télé, de la radio, etc. Et qui, voilà, quand on arrive sur ce sujet vraiment très technique, avec plein d'acteurs qui utilisent chacun effectivement des wordings très différents, qui vont un peu brouiller les pistes, et voilà, donc c'est un peu compliqué d'y voir clair. Donc c'est pour ça que nous on essaie vraiment de faire le travail chez Groupe Commerce de traduire tout ça pour eux, pour les clients aussi, parce que les clients évidemment se font, les régies voient aussi nos clients. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est assez complexe, etc. Il y a le degré de maturité, le degré de complexité qui fait que ça prend quand même bien, mais qu'évidemment on n'est pas des stades d'investissement de la télé. Ouais, peut-être même pour deux retailers, j'allais dire le KPI qui serait choisi peut ne rien avoir à dire, pardon. Vous prenez Picard et Ikea et vous prenez le temps de visite en magasin. 5 minutes chez Picard, c'est trop long. La visite moyenne chez Picard, c'est 2 minutes. Et chez Ikea, c'est beaucoup trop court. Donc tout ça pour dire qu'un seul KPI ne permettra jamais de répondre à l'ensemble des questions d'un retailer qui, à mon avis, a plutôt intérêt à s'intéresser au sujet en profondeur pour se forger son propre jeu de conviction qui sera valable pour lui et pour lui seul. Donc tous les travaux qu'on fait là, je pense qu'ils ont effectivement vocation à évangéliser, à rassurer et à apporter de la transparence, mais à la fin, c'est aux distributeurs de s'intéresser à ces technologies-là et de se forger ses convictions pour prendre les bonnes décisions. Autre question avant qu'on passe au café croissant, s'il en reste. Merci beaucoup à tous. Rendez-vous le 4 décembre.